Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va un petit peu changer nos habitudes. Effectivement, on ne va pas faire que de la programmation, on va faire de la programmation, mais aussi un petit peu d'électronique. Et donc, ça va être mon premier tuto sur Arduino. Alors, soyez indulgents. Alors, à savoir, ce tuto ne s'adresse pas à des débutants Arduino. Si vous n'avez aucune connaissance en la matière, je vous propose de commencer par d'autres tutos. Il y a quelques connaissances minimales qui sont requises pour pouvoir tout bien comprendre. Bon, dans tous les cas, l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer les résultats qui ont été obtenus par les jeunes du club d'informatique de mon village. Effectivement, tous les samedis matins, je leur donne des cours de programmation. Et donc, on s'était donné pour objectif d'essayer de faire un petit véhicule autonome. Alors, autonome certes, mais aussi qu'on puisse contrôler par télécommande infrarouge ou par Bluetooth. Donc, il y a différents modes d'exécution au niveau du véhicule. Je vais y revenir dans la partie code. Alors avant de vous donner tous les détails techniques de réalisation, je vais commencer par une petite vidéo. Ici, regardez, vous voyez le véhicule donc en mouvement, en déplacement. Donc là, il est configuré en mode autonome. Donc en gros, il se déplace en ligne droite et dès que, avec ses capteurs de proximité, alors là il n'y en a qu'un seul sur la face avant du véhicule, mais on en a rajouté un par la suite derrière. Et donc dès qu'avec un de ces capteurs de proximité, il détecte un risque de collision, dans ce cas-là, il fait un mouvement arrière, il recule pendant quelques centimètres et puis il fait un demi-tour pour essayer de repartir dans une autre direction. Le demi-tour est soit dans un sens soit dans l'autre, de manière aléatoire. Bon, très bien. Donc comment réaliser ce type de véhicule ? Bon, pour ce faire, je vous propose tous de prendre un navigateur et d'aller sur notre site cours.fr et plus précisément sur cette page. Alors comme vous l'aurez reconnu, on utilise pour le châssis des briques de construction d'une marque célèbre. On utilise aussi donc, des systèmes Arduino, d'où le nom, on l'a appelé la Legoduino Car. Très bien. Bon, si vous n'avez pas de briques à votre disposition pour construire un châssis et puis pour aussi avoir des moteurs de ce type-là. Les moteurs sont fabriqués par la même société. Je vous renvoie ici sur leur site et donc vous pourrez récupérer, commander toutes les pièces qui pourraient vous être utiles. Vous avez ici après tous les outils de recherche pour chercher les pièces adéquates. Très bien. Donc du coup, je vais vous proposer quelques premières photos vous montrant un petit peu l'engin sous différents angles. Donc ici, on a une vue qui est intéressante. Donc elle nous montre que effectivement les moteurs sont pris directement dans le châssis. Alors il faut savoir que ce n'est pas notre première version. Avant d'en arriver à ce niveau-là, on est passé par d'autres prototypes. Et le problème des prototypes précédents, c'était pas trop l'informatique et l'électronique, c'était surtout la stabilité au niveau des briques de construction. Dès qu'on manipulait le véhicule ou dès qu'il bougeait, des fois on perdait des morceaux, c'était pas suffisamment robuste. Donc on a dû faire un effort sur cette partie-là. Donc là, vous voyez, les moteurs sont directement enchâssés dans le châssis et donc du coup, c'est beaucoup plus robuste. Notez aussi, vous avez différents capteurs. Ici, par exemple, vous avez un capteur de proximité. Vous voyez, il a été bloqué avec différentes pièces et les fils, les connectiques sont prises dans des axes, d'accord, pour tout coincer, pour tout bloquer, pour qu'il y ait le minimum de mouvement possible lorsque le véhicule se déplace. Ici, regardez, on a une vue donc, qui est faite par en dessous. On voit qu'en vérité, le véhicule est lié à 4 roues. Vous avez 2 roues motrices, d'accord, c'est les roues qui sont sur les côtés. Et puis, vous avez des petites roulettes ici qui sont capables de tourner sur leur axe et qui permettent de facilement envisager des rotations ou des déplacements dans un sens quelconque. Notez aussi les plaques, elles sont très importantes, c'est elles qui permettent de consolider tout le châssis. Sans ces plaques-là, effectivement, des fois, il y avait des petits morceaux qui pouvaient partir. Bon, une fois que vous avez donc un châssis suffisamment stable, alors notez aussi, on a mis différentes briques à ce niveau-là, vous voyez, à différents endroits, pour bien bloquer à la fois la breadboard, la plaque sur laquelle on fait tous les branchements, et puis la carte Arduino à proprement parler, le cerveau de votre système, lui aussi on ne voulait pas trop qu'il bouge, donc vous voyez on a prévu différentes briques pour un petit peu coincer le tout. Très bien, donc à partir de là il nous faut des composants électroniques. Alors on a décidé d'utiliser quoi ? La partie la plus importante dans notre système, c'est bien entendu les moteurs. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse contrôler les moteurs individuellement. On est d'accord, si les moteurs tournent entre guillemets dans le même sens, le véhicule avance. S'il tourne dans le même sens, mais de manière opposée
au déplacement initial, bon, ben, ça se mettra à reculer. Maintenant, si chacun des moteurs tourne dans un sens inverse, bah, du coup, on obtient des rotations, hein, soit rotations sur la gauche, soit des rotations sur la droite. Il était donc nécessaire, au niveau de notre véhicule, de pouvoir contrôler les moteurs individuellement. C'est pour ça qu'on a utilisé un composant de type L293D, excusez-moi, L293D. Donc c'est le composant qui est ici. D'accord. Et donc ce composant, en gros, il est constitué de deux parties de broche, hein. Un côté pilote un moteur, l'autre côté pilote un autre moteur. On remarque aussi, hein, au niveau de ce diagramme qu'il y a un buzzer, hein. Le buzzer, on l'active dès lors que les capteurs de proximité détectent un obstacle. Dans ce cas-là, pour être alerté qu'il y a un obstacle, on fait un petit peu sonner le buzzer. Comme ça, ça nous permet de vérifier que le système a bien repéré l'obstacle. Alors, il faut savoir, hein, les briques Lego ne sont pas forcément compatibles avec le système Arduino. Donc pour les branchements, là, on a eu des petites difficultés. On est passé par différentes techniques. Bon, la technique la plus fiable, hein, c'est un fer à souder. Donc du coup, il faut souder vos contacteurs, là, vos fils, sur les pins Lego ici. Si vous avez des doutes sur quels sont les pins sur lesquels vous connectez, je vous ai mis un petit lien ici qui nous permet de voir un petit peu comment fonctionnent ces équipements. Et donc vous voyez ici, vous avez donc les broches, hein, vous avez 4 fils et vous avez un petit peu plus bas un document très intéressant qui vous donne les informations sur à quoi correspondent chacun des pins. Bon, en gros, nous on utilise les 2 pins du milieu. Vous voyez pas ceux aux extrémités. Les extrémités on les a oubliés. Donc c'est les 2 jaunes qui sont utilisés chez nous. Et donc soit on envoie le courant dans un sens, soit on l'envoie dans l'autre, hein, et donc le moteur avance ou recule. Très bien. Notez que là, j'ai mis des petites cales en liège. D'ailleurs, on en a perdu une au niveau de l'image. Je ne sais pas si elles sont très utiles, mais on s'est dit comme ça, si jamais on touche un petit peu les fils, ça bloque un petit peu les choses. Bon, à voir, est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Ensuite, donc on a besoin d'autres équipements. Donc on a 2 capteurs de type HC-SR04. Ce sont des capteurs ultrasonores, hein, et donc ça envoie des ultrasons et ça réceptionne ces ultrasons. D'accord. Donc ça émet un bruit, ça récupère le bruit. Si jamais on récupère bien quelque chose, en fonction du temps qu'on a eu entre l'émission et la réception, on pourra en déterminer la distance. Ça marche relativement bien, hein. Ça renvoie des données en centimètres, hein. Vous allez voir ça dans mon code tout à l'heure, et c'est plutôt assez fiable, hein. Et donc c'est ce qui nous permet d'éviter tout obstacle. On a 2 composants de ce type-là. On en a un sur la face avant. Dans notre robot, la face avant est matérialisée par le jaune. Et puis on en a un autre, hein, sur la face arrière. Après, on a besoin de communiquer avec notre système. Donc en vérité, on a 2 systèmes de communication. On a ici un capteur de type HC05. C'est un capteur Bluetooth. Et donc via notre téléphone mobile, hein, on peut éventuellement piloter l'engin. On a un autre capteur, c'est un capteur infrarouge. Alors au début, on avait joué avec le capteur infrarouge, mais le problème de l'infrarouge, c'est que si vous n'êtes pas bien dans l'axe, ça ne capture pas forcément bien. Le Bluetooth, à mon sens, est beaucoup plus fiable de ce point de vue-là. Mais bon, au cas où, donc, on a mis les 2 systèmes en place, hein. Bien entendu, ces systèmes sont câblés, hein. On va vous revenir sur le câblage dans quelques minutes. Notez que dans ce cas-là, si vous utilisez l'infrarouge, il vous faudra bien entendu une télécommande, hein, qui permette donc de piloter le système. Très bien. Bon, on a le buzzer, hein, comme je vous disais ici, et puis on retrouve surtout, vous voyez à ce niveau-là, une pile 9 volts qui nous permet d'alimenter le système pour être en totale autonomie. Donc ça, c'est pour les principaux composants électroniques. Bon, il y a aussi quelques résistances, hein, qui sont requises pour faire fonctionner le système. Bon, du coup, ce qu'il nous faut, c'est les informations sur le câblage, parce que là, le tas de fils, c'est sympa, mais bon... si on doit suivre là les couleurs de fil, on va avoir du mal à voir où est-ce qu'ils sont enchâssés chacun d'entre eux. Donc du coup, j'ai utilisé le logiciel Fritzing, hein, pour vous faire un petit diagramme qui vous montre un petit peu le câblage de la Lego Duino. Vous pouvez récupérer, hein, le fichier d'origine ici, comme ça si vous voulez faire des modifications et enrichir le système, vous pourrez le faire. D'accord, ici on a un simple PNG, hein, qui nous montre un petit peu donc le système. Donc comme je vous disais, le système utilise une carte Arduino. Alors c'est plus précisément une carte Arduino Uno R3 qu'on a utilisée. Il nous faut une breadboard. La breadboard, c'est le système ici, sur lequel on
on plug nos fils. Alors c'est très pratique, hein. C'est des petits pins, des petits fils avec des pointes rigides, et puis vous les enfichez dans les trous pour pouvoir établir des connexions. Il faut savoir que les deux lignes du haut, c'est le plus et le moins. Vous les avez aussi en bas, le plus et le moins. Donc ces deux lignes-là, regardez, elles sont alimentées directement par ma carte. Ma carte est alimentée à ce niveau-là via la pile 9 volts. D'accord ? Et la carte Arduino distribue sur la breadboard un petit peu de courant. Donc le 5 volts est mise sur la ligne rouge, le ground, la masse, est mise sur la ligne bleue. Notez qu'à ce niveau-là, vous avez des fils qui vous permettent de reporter le courant qui est sur cette ligne-là sur les lignes à ce niveau-là. C'est surtout utile pour le moteur, parce que comme vous pouvez le constater, le composant qui est ici, le L293D, a deux faces, une par moteur, et donc on a besoin de les alimenter tous. Donc très bien, ça c'est pour l'alimentation de la breadboard en courant. Donc à partir de là, après, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit bien entendu brancher chacun des capteurs ou des composants dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et donc les premiers dont je vais vous parler, ce sont les moteurs. Donc ici, on utilise des moteurs Lego. Donc ces moteurs sont directement brochés sur un composant de type L293D. Donc ce composant, l'intérêt, c'est qu'il nous permet de piloter individuellement chacun des deux moteurs. La ligne qui est ici, en gros, est associée au premier moteur. La ligne à ce niveau-là est associée au second moteur. Donc vous avez vu, on a branché le composant sur la breadboard au niveau de l'axe central. Il faut savoir que tous les plots d'une même ligne sont reliés entre eux. Mais par contre, la séparation ici vous dit qu'il y a quand même une séparation physique au niveau électricité entre les pins qui sont ici, qui eux sont reliés, et les pins qui sont à ce niveau-là, qui sont aussi reliés entre eux. Mais on a une coupure entre les deux espaces. Donc du coup, ce qui se passe sur ces côtés-là est complètement disjoint de ce qui se passe à ce niveau-là. Notez que le sens des connecteurs est le même. C'est-à-dire que si vous faites un demi-tour, vous retrouvez exactement la même chose à ce niveau-là. Regardez, ici nous avons l'alimentation, et sur le quatrième pin, nous avons la masse. Je fais un demi-tour, nous avons l'alimentation et la masse. Ensuite, vous voyez, le troisième en partant de la gauche ou le troisième en partant de la droite permettent de contrôler le moteur. Vous avez vu ici, on a le second moteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les fils parce qu'il faut effectivement, ils sont dans un sens opposé, mais il faut qu'ils tournent en même temps. Si on veut avancer, il faut que les deux tournent dans le même sens. Donc du coup, assurez-vous que les branchages sont corrects. Et donc, après, on a tout ce qui est puissance et contrôle qui est fait par les pins donc 11 à 13 pour le premier moteur et 8 à 10 pour le second moteur. Les fils de couleur rose, c'est la puissance. Le reste, c'est pour le contrôle du sens dans lequel va devoir tourner le moteur. Très bien. Donc, brochez votre composant L293D, les deux moteurs, en suivant le schéma de câblage qui est ici. Ensuite, on avait besoin de quoi ? On avait besoin des deux capteurs de proximité. Donc, les capteurs de proximité sont au-dessus. Donc, ce sont les composants HC SR04. Donc bien entendu, ces capteurs doivent être connectés en termes d'électricité. Donc on alimente le plus et le moins, et la masse. Le ground. Et puis après, vous avez deux pins ici qui doivent être connectés à votre carte Arduino. Le trigger et l'écho. Comme je vous ai dit, c'est des capteurs ultrasons. On émet un bruit en ultrasons et on réceptionne ce bruit. En fonction du temps entre l'émission et la réception, on pourra calculer la distance en fonction du temps. Donc ici, pour l'émission et la réception, vous voyez, on a deux pins, le trigger et l'écho, qui sont branchés sur le pin 5 et 6, en tout cas pour le premier capteur. Le deuxième capteur, c'est les pins 2 et 3. Au milieu de ces pins associés donc à nos capteurs infrasons, ce qu'on a, c'est un buzzer.
le buzzer, hein, comme je vous disais, il est en lien avec les capteurs. Dès qu'on va détecter un obstacle, on va faire sonner le buzzer pour nous informer que le véhicule a bien détecté l'obstacle. Alors attention, hein, si vous ne voulez pas griller votre buzzer, il est nécessaire de le sécuriser via une résistance. Hein. Donc ici, on a mis une résistance de 10K qui permet donc de sécuriser le buzzer. Ensuite, notez, le pin 7, il est aussi utilisé. Hein. Tous les pins digitales sont utilisés de toute façon. On n'a pas utilisé de pin analogique, mais par contre, les pins digitaux sont tous utilisés. Donc le pin 7, c'est pour le capteur infrarouge, c'est pour la télécommande infrarouge. Donc le capteur doit être alimenté en électricité, bien entendu, donc il est broché hein, sur le plus et sur le 5 volts, sur le 5 volts et la masse. Mais vous avez le pin de communication qui est relié à votre carte Arduino hein, sur le pin 7. Donc ça, c'est le capteur infrarouge, à savoir hein, quasiment tous les starter kits Arduino viennent avec des capteurs infrarouges et une télécommande infrarouge. Hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en commander très facilement sur certains sites tels que Amazon par exemple. Et puis il nous reste un dernier composant, alors c'est un petit peu plus subtil à coder que le capteur infrarouge, hein. C'est le capteur Bluetooth. D'accord. Et donc, en gros, il est alimenté. Et puis, vous voyez ici, on a les deux capteurs TX et RX, hein, la transmission et la réception. Donc ils vont être branchés sur le TX et le RX de votre carte Arduino. Alors, ils sont inversés, mais surtout il faut noter que le RX, ici on a besoin d'utiliser un pont diviseur de tension parce que là on doit être en 3 volts 3 et donc ici on a un pont diviseur de tension basé sur des résistances, hein. On a une 1K et une 2K à ce niveau là. Donc très bien pour le brochage, donc je vous laisse réaliser tout ça, mais normalement il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. Une fois que vous avez broché donc tous vos composants, ensuite il nous reste à passer au niveau du code. Alors pour ce qui est du code, notez que j'ai fait un choix, et c'est ce que j'ai proposé à mes petits jeunes là au niveau du club informatique. On n'a pas utilisé l'IDE standard proposé par Arduino. Pourquoi? Parce qu'il manque d'assistance, il y a peu de choses à l'intérieur. Il est sympathique, mais à mon sens pas suffisant. Et donc moi j'ai préféré leur faire voir un outil. Donc j'ai utilisé l'atelier Slowebur. Donc c'est le Slowebur IDE que vous pouvez télécharger sur Internet. Hein. Vous prenez un navigateur, vous tapez ici Slowebur IDE et vous retrouverez sans aucune difficulté le site officiel. D'accord, vous pouvez télécharger le logiciel directement à ce niveau-là pour les différentes plateformes supportées. L'intérêt de cet outil-là, c'est qu'on a de l'assistance en cours de frappe, on a de la vérification de code. Si on fait des bêtises, le système nous le dit de suite. Donc c'est un Eclipse, hein. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'atelier de développement Eclipse, sur lequel on a mis des plugins spécifiques Arduino. C'est ça l'atelier Slowebur. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte de plus par rapport à l'IDE standard Arduino? Regardez, là je ne sais plus comment s'appelle ma variable. Je sais que ça commence par SP, mais je ne me souviens plus de la fin du nom. Si je fais CTRL espace, j'ai de l'assistance. Ah tiens, j'ai deux variables qui commencent par SP. Hein. J'ai speed 1 et speed 2. Notez aussi, là j'ai du rouge, c'est-à-dire que tant que mon code n'est pas parfait, d'accord, sans même avoir sauvegardé, regardez, il me dit il y a des incohérences au niveau de mon code et donc je sais que j'ai encore à travailler avant de chercher à faire une quelconque compilation. Donc ça c'est quand même assez pratique, on a de l'assistance en cours de frappe et donc ça nous aide à être assez productif et efficace. Regardez ici, on utilise une structure de données C. Elle s'appelle Result. Mais quels sont les membres qui sont proposés par Result? Vous voyez, là, le simple fait de faire point, il me propose automatiquement la liste des membres supportés par cette structure. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Et donc, je vous conseille vivement d'utiliser un atelier de ce type-là. Donc ici, j'ai utilisé l'atelier Slowebur. On a créé un nouveau projet. Hein. Pour créer un nouveau projet, c'est très simple. Vous faites bouton droit New et vous faites un Arduino Sketch. Ça va vous créer un projet. Après, il ne reste plus qu'à éditer le code, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de ce code?
Bon, bah, il y a des includes, d'accord? Ces includes, ils sont en lien aux différentes librairies qui sont associées aux composants électroniques qu'on a choisis. Par exemple, on a utilisé un capteur infrarouge. Bah, on a une librairie infrarouge hein, qui est à utiliser. On a un capteur SR04. Bah, ici, on a la librairie hein, qui nous permet donc de travailler avec notre capteur ultrason. Alors il faut savoir que ces librairies, là je les ai copiées-collées, mais vous les retrouvez toutes dans les starter kits Arduino. Ici, là je me suis amusé à mettre toutes mes données d'entrée entre guillemets et donc notamment les codes qui sont proposés par les starter kits et donc ici vous avez les différentes leçons notamment sur tout ce qui est ultrason et ainsi de suite. Ça vous permet de pouvoir copier très très facilement à partir des zips, souvent c'est des zips, les fichiers qui permettent le contrôle de ces équipements là. Notez aussi que l'avantage d'utiliser Eclipse par rapport à l'IDE Arduino classique, c'est que là, vous avez tous les projets qui peuvent être vus dans le même workspace. Donc, je peux faire du copier-coller d'un projet à un autre. C'est peut-être un petit peu plus facile à gérer. Bon, dans tous les cas, on fait nos includes. Très bien. Donc ici, on a besoin de IR Remote. Ça, c'est pour la télécommande infrarouge. Ça, c'est pour le capteur ultrason. J'utilise les librairies standards C, hein, time.h et stdly.h. Ici, c'est des librairies C classiques. Hein. J'aurais pu mettre des chevrons d'ailleurs inférieurs, supérieurs, étant donné que c'est des librairies standards. Ça, c'est notamment pour pouvoir faire un random. En gros, j'initialise un générateur de nombres pseudo-aléatoires avec le temps, et donc j'avais besoin de ces deux librairies C. Et puis, bien entendu, on a besoin de la librairie Arduino à proprement parler. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, ici, on configure notre capteur infrarouge. Donc on dit que le capteur infrarouge, il est plugué sur le pin 7. On vérifie, regardez, je reprends le diagramme sur le brochage. Et donc on est bien d'accord, le capteur infrarouge, en termes de communication, on est bien sur le pin 7. Donc je crée ici une structure de données qui va me permettre de récupérer les données de ce capteur infrarouge. Et puis on déclare une fonction que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a tout ce qui est relatif à l'ultrason. Donc ici, c'est pareil, hein, j'ai utilisé des constantes, j'aime bien les constantes. Et donc ça, c'est les constantes par rapport au premier capteur ultrason, ça c'est les constantes par rapport au second capteur ultrason. On a le pin trig, le trigger et l'écho, donc l'émission et la réception, hein, si vous voulez, qu'on retrouve au niveau de chacun de nos capteurs. Donc vous voyez les pins ici, le premier c'est bien 5 et 6, le deuxième c'est bien 2 et 3. Et donc ici, on crée un objet qui va nous permettre donc de manipuler ce capteur. Ce type-là, hein, il est défini par la librairie qui est ici. Donc très bien. Ensuite, je dis mon buzzer, il est sur le pin 4. Effectivement, le buzzer, on le commande bien via le pin 4. Et puis, il nous reste les pins relatifs au moteur. Et donc, le premier moteur, c'est les pins 11 à 13. Et les autres, c'est les pins 8 à 10. Alors ici, nous avons quelques fonctions que je qualifierais de bas niveau, qui nous permettent de contrôler le moteur 1 et moteur 2. Donc, on a besoin de ces fonctions-là, mais le plus intéressant, c'est surtout les petites fonctions qu'on a préparées ici. Ces fonctions-là vont s'appuyer sur les fonctions de bas niveau de contrôle des moteurs. Donc ça, c'est vraiment contrôle d'un moteur, donc la vitesse et dans quel sens je fais tourner mon moteur. Ça, c'est pour le moteur 1, ça, c'est pour le moteur 2, et donc, on va travailler sur nos pins. Par contre, ici, regardez, donc j'ai des fonctions de plus haut niveau. D'accord, alors j'ai défini quelques constantes. Donc, on a la constante sens avance, pour dire on avance, ou on recule. 1 veut dire on avance, 0 veut dire on recule. Ici, on a une constante pour savoir si on est télécommandé, ou si on est en mode automatique, en mode autonome. False égale pilotage manuel, un trou égale pilotage autonome. À partir de là, j'ai deux variables pour mon premier moteur, deux autres variables pour mon second moteur, c'est l'état actuel de chacun des moteurs.
Bon, cette fonction-là, ça c'est un point de détail, ça renvoie true ou false aléatoirement. C'est pour choisir le sens de rotation quand j'aurai détecté un obstacle, je vais y revenir. Mais sinon, notez qu'ici, nous avons une fonction stop. Bon, ben, si je veux stopper les moteurs, sur chacun d'eux, ben, il faut que je mette une puissance à 0. J'arrête de les alimenter en électricité. Je les mets tous en sens avance pour dire, ben, voilà, normalement, si on avait eu le courant, le véhicule là devrait avancer. Bon, sauf que on arrête le moteur 1, on arrête le moteur 2. Du coup, je fais les 7 ici qui permettent donc de placer ces deux moteurs dans l'état que je viens de définir à ce niveau. On a un avance. Bah, du coup, ce qui change, c'est à peu près la même chose que stop, sauf que je dois mettre les deux moteurs à 255. Donc je peux demander à avancer, je peux demander à m'arrêter. Notez qu'ici, on a une troisième méthode qui est une troisième fonction qui est très proche, hein, recul. On met les moteurs à fond. Hein. Par contre, on change le sens des deux moteurs. Cette fois-ci, on recule. Ici, nous avons deux petites fonctions utilitaires qui nous permettent de savoir si oui ou non, on renvoie un booléen, si oui ou non, un moteur avance ou pas, quand les moteurs avancent ou pas. Donc en gros, si sens 1 et sens 2 sont égaux, c'est-à-dire si les deux moteurs tournent ensemble, s'ils ne tournent pas dans le même sens, c'est qu'on est en train de faire une rotation. D'accord ? Moi, c'est pas ça que je veux vérifier, je veux regarder si on avance. Donc il faut que les deux moteurs tournent dans le même sens. Et deuxièmement, il faut que le sens dans lequel on tourne, hein, ce soit le sens avance. Donc si les deux moteurs sont dans le même sens, si on avance, et si on est bien à 255 pour la puissance. Parce que attention, si on était à 0, le système est à l'arrêt, pour autant sens 1 et sens 2 se valent, ils sont exactement la même valeur, et on est bien sur sens avance. C'est ce qu'on avait dit ici. On met bien ça sur sens avance, sauf que à l'arrêt, on est à 0, 0. Donc on vérifie qu'on soit bien en pleine puissance. On a à peu près la même chose pour détecter si on est en train de reculer. Si on recule, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a sens recul à ce niveau-là. On a deux fonctions qui nous permettent de faire tourner le véhicule soit à gauche, soit à droite. Pour faire tourner le véhicule à gauche, on met un des moteurs dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Alors bien entendu, là le sens, est-ce que c'est 0 ou 1 ? Ça dépendra de comment vous avez soudé vos fils aussi hein, au niveau de vos moteurs. Donc là, vous aurez certainement quelques tests pour trouver la bonne configuration. D'accord, mais donc ici, je me fais tourner un moteur dans un sens, l'autre moteur dans l'autre sens. Normalement, le véhicule devrait tourner sur lui-même. Alors notez que je mets pleine puissance sur le moteur. Et à partir de là, on met un délai. Alors, ce délai, hein, certainement qui sera affiné selon vos moteurs que vous allez utiliser, mais là, ce qu'on cherchait à faire, c'était un quart de tour. Donc, on a trouvé un délai sur lequel on faisait tourner les moteurs qui nous correspondait pour nous à un quart de tour. Une fois que le quart de tour est effectué, on arrête les deux moteurs. Et donc, on propage cet état sur chacun des moteurs. Donc ça, c'est pour tourner à gauche. En gros, on a à peu près la même chose. Hein. Pour tourner à droite, c'est à peu près la même idée. Sauf qu'on inverse le sens des moteurs, bien entendu. Là, j'étais à 0, 1. Là, je suis à 1, 0. Ok, donc ça, c'est nos fonctions, nos primitives pour faire avancer le véhicule. Alors, soyons clairs, hein, ces primitives sont surtout utiles si on est en mode télécommandé. Hein. Si on est en mode autonome, elles seront utiles, mais disons qu'on ne va pas les invoquer systématiquement. Donc, si on est en mode je télécommande la voiture, j'ai aussi besoin de cette fonction. Alors cette fonction, je l'ai copié-collé. Hein. Je suis allé sur un des exemples qui était fourni par le Starter Kit Arduino que j'avais à ma disposition. Et donc on avait ici une fonction qui nous permettait de convertir les touches de la télécommande. On est d'accord, la télécommande fournit un certain nombre de touches. À chacune de ces touches correspond un identifiant numérique. Les identifiants numériques, c'est les constantes qui sont ici. Bien entendu, moi je n'utilise pas toutes les touches, on utilise un certain nombre de touches. Le vol plus permet de faire avancer le véhicule, le vol moins permet de le faire reculer. Si je clique sur le bouton du milieu, ça stoppe le véhicule.
Si on appuie sur cette flèche, ça fait tourner d'un quart de tour sur la gauche le véhicule. Si on appuie sur cette flèche, ça le fait tourner d'un quart de tour sur la droite, bien évidemment. Donc on est d'accord, on utilise les 5 touches qui sont ici. Mais on utilise aussi la touche Power. La touche Power nous permet de passer en mode autonome. Si on appuie sur cette touche-là, le véhicule devient en mode autonome. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on reprenne le contrôle. Si par exemple vous appuyez sur Stop ici, ça va arrêter le mode autonome et on va revenir en mode manuel. C'est pareil, vous pouvez être en mode autonome parce que vous avez appuyé sur Power, et si tout d'un coup vous appuyez sur Vol+, vous avez désenclenché le mode automatique. Donc du coup ici, je détecte l'appui sur chacune des touches. C'est-à-dire qu'au niveau de la variable résulte qu'on avait créée préalablement, je vous rappelle ici, j'avais récupéré les codes à partir des librairies IR Remote. Donc on déclare une variable de ce type-là, c'est une structure de données. Cette structure de données nous permet de savoir quelle est la touche qui a été appuyée. Cette valeur, ça correspond à la touche Power. Si on appuie sur la touche Power, je mets ma variable mode auto à true. On va voir dans quelques minutes qu'est-ce que ça va sous-entendre. Et du coup, je démarre le véhicule. On fait un break, bien entendu, pour sortir du switch. Je pars du principe que vous connaissez bien le switch, mais n'oubliez pas que par défaut, les cases se succèdent si vous oubliez de faire les breaks. Ici, on va tester une autre touche, c'est le volume plus. Si on a appuyé sur la touche volume plus, on est en mode manuel et on avance. Ici, on teste la touche arrière. Alors, la touche arrière, c'est ça, retour arrière. C'est la touche avance, la touche stop. Donc si on appuie sur la touche retour arrière, on tourne à gauche. Si on appuie sur la touche pause, on stoppe le véhicule. Si on appuie sur la touche avance, on fait un quart de tour à droite. Notez qu'à chaque fois, je débraye un éventuel mode automatique s'il avait été enclenché. Et puis enfin, on a la touche vol moins qui nous permet de demander au véhicule de reculer. Donc ça, c'est une fonction qui est en lien avec le capteur infrarouge. Si à un moment donné, on constate qu'il y a eu un appui sur une touche et si effectivement une de ces touches-là est appuyée, on enclenchera certaines actions. Donc ça, c'est la fonction de translation. C'est ce qui nous permet de savoir quelles sont les touches qui ont éventuellement été appuyées. On va voir à quel moment cette fonction translate IR va être invoquée. Bon, à ce niveau-là, on a le setup. Donc ça, c'est une des deux fonctions vraiment principales de Arduino. Le setup, c'est la fonction d'init. D'accord ? Bon, on initialise le serial monitor. Ça, c'est au cas où on veut afficher des logs qu'on capturerait dans ce cas-là ici. Votre voiture, si elle est connectée, si elle est brochée en USB, vous pourrez ici récupérer les informations via le serial monitor. Si vous êtes connecté en Bluetooth, vous les récupérerez aussi, tant qu'on y est. On affichera ce que le Bluetooth nous enverra. Donc on pourrait envisager par Bluetooth envoyer des informations de debug sur cette console. Au niveau de cet atelier, par défaut, la console n'est pas activée. Si vous voulez l'activer, vous cliquez sur le plus à ce niveau-là et vous dites sur quel port USB votre périphérique est connecté. Vous pouvez effectivement aussi contrôler le baud rate. Très bien. Donc, on initialise le serial monitor. Notez que ici, par rapport au moteur, on est en train de configurer le sens des pins. Donc, c'est de l'output. Ça va contrôler le composant L293D. Ici, on initialise le capteur infrarouge. Donc, tant que vous n'aurez pas invoqué cette méthode, il ne se passera pas forcément grand-chose sur le capteur infrarouge. N'oubliez pas de l'invoquer. Et ici, rien de bien méchant. On est simplement en train d'initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires pour pouvoir choisir un sens de rotation quand, en mode automatique, on aura détecté un obstacle. Parfait. Et donc,
la fonction principale, c'est la fonction loop. Elle est invoquée périodiquement. Hein, et donc ici, on va faire un certain nombre de choses. Donc ce qu'on regarde ici, c'est est-ce que oui ou non, il y a eu un appui de touche au niveau de la télécommande infrarouge. Est-ce que notre capteur infrarouge a capturé quelque chose? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie vers notre fonction de translation qui va transformer les codes correspondant à chacune des touches en une action précise. Donc c'est la fonction qu'on a vue il y a quelques minutes, translate hier. D'accord? En fonction des touches appuyées, on lancera des actions particulières. Donc ça, c'est au cas où on détecterait quelque chose au niveau de l'infrarouge. Ici, j'utilise en gros mon capteur Bluetooth. D'accord? Sur le port serial, je regarde si j'ai des données available. D'accord? Ça, c'est parce qu'on est branché sur RxTX. D'accord? Et donc, si je reçois quelque chose à partir de mon capteur Bluetooth, ça veut dire qu'on essaye de m'envoyer encore une fois une commande de pilotage de ma voiture. Alors là, on a fait des choses un petit peu plus simples. D'accord, on n'a pas utilisé des valeurs numériques hallucinantes. On a préféré utiliser des caractères numériques très très simples et on utilise les notations ASCII pour avoir un certain nombre de codes. Un A pour nous, ça veut dire on avance. Un S, on stop. Un R, on recule. Un G, on tourne à gauche. Un D, on tourne à droite. Et pour le mode auto, le A a été pris, donc on m'a proposé le T comme caractère pour activer le mode autonome. Pourquoi pas? Pour tous les cas précédents, le mode auto était associé à false. Ici, le mode auto passe à true. Alors la question c'est, ok, on est capable de recevoir des données par capteur Bluetooth, mais comment les envoyer? Alors à ce niveau-là, tout dépend de votre type de téléphone. Je pars du principe que votre téléphone est un Android. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez des choses équivalentes au niveau de votre téléphone. Hein. Mais si vous êtes sur votre Android, moi je vous conseille cette application-là. Donc c'est une application qui est en lien direct avec le capteur HC05 et donc qui vous permet très facilement, vous voyez dans la zone de saisie ici, je voulais avoir une capture d'écran mais ça n'a pas l'air de bien marcher, mais donc, ça y est, ça arrive. Tac, voilà. Dans la zone de saisie qui est ici, vous pouvez saisir des caractères. Si vous tapez A, et si vous êtes bien entendu connecté à votre capteur Bluetooth, d'accord, si vous faites un send ASCII, normalement, vous envoyez le caractère. Donc, on devrait recevoir ce code. Alors à savoir, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les capteurs Bluetooth, par défaut, ils ont un PIN code pour l'association. Il va falloir associer votre application et votre smartphone à votre capteur. Par défaut, le mot de passe, c'est le PIN code, c'est 1, 2, 3, 4. Sauf bien entendu si vous l'avez changé. Mais si vous utilisez un capteur HC05 pour la première fois, pour l'associer, donc il faudra taper le PIN code 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Très bien, donc je vous conseille cette application, elle est pas mal, c'est le Bluetooth Terminal HC05 et ça permet donc d'envoyer des informations directement à votre capteur Bluetooth. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bien ensuite, on a la gestion, en gros, des capteurs de proximité, capteurs ultrasonores. En gros, sur le premier capteur, c'est le capteur que nous on a mis sur la face avant. On lui demande de nous renvoyer, de calculer la distance. Cet objet, c'est un objet qui a été produit, c'est du C++. Donc vous avez vu ici, j'avais un premier objet, un deuxième objet. Le type, c'était un SR04, et donc ici, on a invoqué un constructeur. Je ne sais pas si la notation objet parle à tout le monde, mais donc ici, on a un objet. Cet objet expose des méthodes. D'accord ? Parmi les méthodes exposées, on a notamment la méthode distance. Quand vous avez un objet ici et que vous faites point, s'il y a différentes méthodes qui sont proposées, vous avez vu, vous pouvez les trouver en faisant CTRL espace. Je me suis mis derrière le point là et j'ai fait CTRL espace. Il me liste toutes les méthodes, toutes les fonctions qui sont rattachées à cet objet. Donc ce SR04_1, notre premier capteur SR04, je lui demande de me capturer la distance. Ça renvoie une valeur qui est exprimée en centimètres.
si la distance est inférieure à 10 cm, alors j'ai mis ici une certaine distance parce que entre le moment où on va détecter le problème et le moment où les moteurs vont réellement s'arrêter, bah, votre véhicule aura encore fait un petit peu de déplacement. Et donc si on veut éviter les collisions, bah, nous on trouvait que 10 cm c'était plutôt pas mal. D'accord. Donc si on a une distance qui est comprise entre 0 et 10 cm, bah, on va regarder ce qui se passe. La question c'est est-ce qu'on avance? Parce que si le véhicule est en train de reculer, il avait détecté une collision, d'accord? Il se met à reculer, mais pour le moment il n'est pas encore suffisamment éloigné. Donc il continue à voir quelque chose sur son capteur en face avant. Donc ce qu'on vérifie, c'est qu'on est bien en train d'avancer. Si on avance et qu'on voit quelque chose devant nous, bon là il y a un souci. Donc déjà ici on invoque la fonction tonne. La fonction tonne, bah, c'est elle qui permet d'envoyer un signal hein, pour faire buzzer votre buzzer. Donc ici je lui envoie une fréquence et une durée. Regardez, l'avantage aussi d'utiliser Eclipse, c'est que si vous faites CTRL SHIFT espace, bah là il me dit quoi? Bah, il me dit que le premier paramètre c'est le pin. Le deuxième paramètre, c'est la fréquence. Le troisième paramètre, c'est la duration. Donc ça, c'est ma fréquence, ça, c'est ma durée. Vous avez vu, je me suis mis entre la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante et je fais CTRL SHIFT espace. Très bien. À partir de là, donc, si jamais je suis en mode automatique, c'est-à-dire que le véhicule se déplace de par lui-même. Bon, ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire stop, tu arrêtes, maintenant tu recules. Tu recules pendant un certain délai. Une fois que tu auras reculé, tu choisis un sens. En fonction de ce sens, c'est une valeur true-false, hein, c'est un booléen qui est renvoyé par la fonction choisir sens. Bah, soit on envoie une rotation à gauche, soit une rotation à droite. Une fois qu'on a fait un quart de tour, on repart. Par contre, si on était en mode manuel, on a, avec notre télécommande, demandé à avancer. On détecte quelque chose, ben on s'arrête. Par contre, on ne lance aucun autre traitement. Hein. C'est l'utilisateur avec sa télécommande qui choisira de faire ce qu'il veut avec son véhicule. Par contre, si on est bien en mode auto, bah, il faut que le système se débrouille de par lui-même. Donc là, l'intelligence, elle est quand même assez simplifiée. Hein. C'est on recule pendant 2 secondes, on tire aléatoirement le fait qu'on va tourner à gauche ou à droite, et puis on repart à avancer dans cette direction-là jusqu'à observer un nouveau risque de collision. Ça ne sert que si le véhicule hein, est en mode manuel télécommandé. Si on est en mode télécommandé, d'accord, on a demandé au véhicule de reculer, donc il recule. Sauf que s'il recule et qu'on voit qu'il y a quelque chose sur le capteur arrière à moins de 10 cm, dans ce cas-là, c'est pareil. On fait sonner le buzzer et on arrête le véhicule. Voilà. Et puis cette fonction loop, donc elle va tourner de manière automatique, histoire de ne pas trop consommer au niveau de la carte. On fait des petits délais d'attente entre chaque nouvel appel à loop, hein, donc on attend 100 millisecondes. Bon, une fois que vous aurez fini votre code, alors à savoir, hein, le code vous l'avez directement sur notre site web. Hein, si vous ne voulez pas avoir à le retaper, vous venez sur le site que je vous avais indiqué tout à l'heure, hein, cours.fr, vous allez sur ce lien-là, d'accord, donc Arduino /legoduino-car /legoduino-car.wp. WP, là, c'est une extension à moi, c'est ma webpage à l'intérieur de ce dossier-là. Notez que comme c'est une technologie Java, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, comme c'est une technologie Java, les minuscules et les majuscules sont obligatoires. Là, il faut faire attention, c'est case sensitive. Bon, quand vous serez sur cette page, vous avez tout le code que vous pourrez copier à ce niveau-là. Une fois donc que vous avez votre projet, ici, vous pouvez faire un check. On va vérifier que tout compile correctement. En gros, ça compile votre projet. Là, il était déjà compilé. Regardez, je fais bouton droit ici. Je peux faire un clean. D'accord, je peux faire bouton droit et je peux refaire un build. C'est exactement ce que fait le check à ce niveau-là. Hein. Il va compiler mon programme et vérifier que tout est OK. Si tout se termine en succès, c'est que tout va bien. Donc ça, c'est un message qui me dit que tout va bien. Il a réussi à produire mon exécutable. Ici, vous avez une icône qui permet de téléverser directement sur votre carte Arduino le code. Donc téléverser le code hein, sur votre carte Arduino. Alors attention, il se peut que vous ayez plusieurs ports USB. Hein. Si vous utilisez cet atelier-là, vérifiez bien au niveau de la configuration Arduino ici, sur quel port hein, vous êtes configuré.
Ici, vous avez le type de carte et le port sur lequel vous pouvez téléverser le code. Si vous êtes correctement configuré, vous pouvez téléverser le code. D'accord. Ici, vous avez les autres icônes qu'on retrouve sur l'atelier classique Arduino. Hein. Ils ont essayé de reprendre exactement la même ergonomie. Et donc ça, c'est les boutons principaux. Donc vous configurez votre projet en demandant bouton droit Project, propriété, excusez-moi, et vous allez dans la section Arduino. Et puis vous avez ici les boutons de contrôle. Vous avez à ce niveau-là le Serial Monitor. Là, vous avez les erreurs de compilation. Et puis vous avez donc l'autre écran, le plotter à ce niveau-là. Bon, il ne vous reste plus qu'à téléverser le code et à tester votre véhicule. Bon, voilà, j'espère que cette démo vous a plu. J'espère que vous allez réussir à faire votre propre véhicule autonome Arduino et Lego. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.